Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Cameroun, les grands électeurs étaient aux urnes ce dimanche 6 décembre dans le cadre des premières élections régionales du pays. Ils devaient désigner les 90 élus de chacune des 10 régions, soit 900 conseillers au total. Mardi 8 décembre, quelques 2,5 millions d'électeurs libériens sont appelés à approuver ou non 8 amendements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Un référendum test pour le président Georges Weah. Et puis la Tunisie a enregistré un repli de l'inflation à 4,9% en novembre 2020. D'après l'Institut national des statistiques, il s'agit du plus faible taux d'inflation enregistré depuis le mois de juin 2017. Mais tout d'abord, l'opposant Karim Tabou, figure centrale du mouvement de protestation populaire en Algérie, a été condamné ce lundi 7 décembre à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté nationale. Il a également été condamné à payer une amende de 100 000 dinars par le tribunal de Koléa, près d'Alger. En revanche, également poursuivi pour atteinte au moral de l'armée, l'opposant a été relaxé selon son avocate, maître Nassima Rezazgui. Ce 6 décembre 2020 se tenaient les élections régionales au Cameroun, scrutin qui aboutiront à l'instauration des conseils régionaux prévus dans la Constitution de 1996. Le pays pourra ainsi parachever son processus de décentralisation. Plus de 20 000 grands électeurs ont pris part au vote à travers le pays pour désigner les 900 conseillers régionaux qui seront répartis entre les 10 régions. Pour ces premières élections, 14 partis politiques étaient en lice, dont le parti au pouvoir, le RDPC, qui a présenté des candidats dans toutes les 58 circonscriptions électorales du pays. Au micro de notre correspondante Nelly Ebessa, les chefs traditionnels se sont dit satisfaits de l'organisation du scrutin. On écoute. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et nous disons merci au chef de l'État Paul Biya qui a mis tout le processus démocratique des institutions sont en train, pratiquement c'est la dernière pierre qu'on est en train de poser. Et voter aujourd'hui, pour moi, c'est un grand honneur et je crois que les élections vont très bien se passer. Voter pour un candidat ou pour un autre, nous sommes du même pays. Que ce soit membre de l'opposition, que ce soit membre du RDPC, les élections, après, celui qui gagne, nous nous mettons derrière lui pour le soutenir afin qu'il puisse implémenter les desiderata de nos communautés. Les Libériens iront également aux urnes ce mardi 8 décembre dans le cadre d'un référendum sur la modification de la Constitution. Une constitution test, une consultation test. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur-là dans le JT de 12 heures. C'est bon. Les Libériens iront également aux urnes ce mardi 8 décembre dans le cadre d'un référendum sur la modification de la Constitution. Une consultation test pour le président Georges Weah dont les opposants craignent une manœuvre déguisée visant à briguer un 3e mandat. Aïssa Toubari. Mardi 8 décembre, les Libériens doivent se rendre aux urnes dans le cadre de la révision de la Constitution. Au total, quelques 2,5 millions d'électeurs sont appelés à approuver ou non 8 amendements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Ce référendum est en outre couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat. Et si on analyse bien sa modification à la Constitution qu'il souhaite, en fait, c'est des modifications populistes, que je dirais même cosmétiques, car je ne vois pas en quoi la réduction du mandat du président de 6 à 5 ans et la réduction d'1 an des différents élus va modifier d'une manière substantielle la situation économique, politique, sociale du pays. La révision proposée réduit également la durée des mandats des députés et des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans et de 9 à 7 ans. Un point essentiel y figure également, c'est celui de la nationalité. La nouvelle constitution prévoit que tout enfant né d'au moins un parent libérien serait automatiquement un citoyen naturel du pays et qu'il aurait le droit de détenir une autre nationalité. On regarde ce qui s'est passé
en Guinée et de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Se dire que le président Weah a d'un mauvais œil, que cette modification puisse lui permettre, lui qui en est toujours à son premier mandat, de pouvoir tenter la passe de 3 au cas où s'il réussirait déjà la passe de 2. Alors on peut se cacher derrière ça en disant, écoutez, je passe pas au 3e mandat, je n'ai même pas encore fait mon 2e. Collaborative Politica Parties, une alliance des 4 principaux partis d'opposition, estime que cette révision de la Constitution n'est autre qu'une occasion pour le président Weah de pouvoir briguer un 3e mandat en remettant les compteurs à zéro. Elle appelle donc la population à boycotter le référendum. Selon le rapport publié fin novembre 2020 par l'Association africaine de Private Equity et de Capital Risque, l'Afrique australe a concentré le plus grand nombre d'opérations de capital investissement du continent africain entre 2014 et 2019. Dans cette région, l'Afrique du Sud a été le pays le plus attractif pour les investisseurs. La nation arc-en-ciel concentre à elle seule 65% des investissements effectués en Afrique australe. Les précisions de Siamlo Victoria Seji. L'Afrique australe, championne du private equity en Afrique sur la période 2014-2019. Le rapport publié fin novembre 2020 par l'AFCA, Association africaine de capital investissement et capital risque, souligne que la région concentre 26% du total des investissements privés en capital réalisés par les 5 régions du continent. Cela correspond à 311 offres conclues pour un montant total de 3,8 milliards de dollars. C'est quand même un signal fort par rapport à l'évolution du capital investissement dans cette partie du continent. D'une manière générale, tous les pays africains ont du potentiel en matière de capital investissement. Et ce potentiel est par rapport à la démographie de nos pays, qui est une démographie assez jeune. Du coup, il y a au manque d'infrastructures dans nos pays et avec une marge de croissance extraordinaire dans nos pays. Tous ces éléments mis de bout en bout font que c'est des terrains très propices au capital investissement. L'Afrique du Sud concentre 65% de ses investissements en capital effectués en Afrique australe grâce aux initiatives gouvernementales visant à renforcer l'attractivité du pays ces dernières années, d'après l'AFCA. L'Afrique du Sud est suivie par la Zambie, qui ne totalise que 11%. Il faut créer un environnement juridique, politique et économique qui permet le développement de ce capital investissement. Mais ça appelle à ce que les entreprises soient bien gérées, qu'il y ait une certaine rigueur de gestion et ce qui permettra au capital investissement de se développer. Ouais, l'avantage, c'est vraiment une diversification des moyens d'investissement et de financement, surtout en matière d'infrastructure ou en matière d'industrie. C'est assez important. Selon l'AFCA, les opérations d'investissement en capital en Afrique ont atteint 1053 sur cette période pour un montant global de 25,4 milliards de dollars. Les investissements ont surtout été accueillis dans le secteur des biens de consommation, de l'industrie, des services financiers et des technologies de l'information et de la communication. La suppression des frais de réciprocité de visa américain pour les Nigérians est effective depuis le 3 décembre 2020. D'après une note du ministère nigérian des Affaires étrangères, la mesure est intervenue suite à la décision du gouvernement nigérian de supprimer les frais de demande de visa, de traitement et de biométrie excédentaires pour les citoyens américains demandant un visa nigérian. Les frais de réciprocité ont été imposés par l'administration du président Donald Trump en 2019 et se situaient entre 80 et 303 $ selon le type de visa. Les autorités soudanaises envisagent d'augmenter la production pétrolière de 61 000 à 80 000 barils par jour à partir de 2021. Cette décision intervient au moment où des pourparlers axés sur de nouveaux investissements dans le secteur sont en cours avec des entreprises étrangères. Les précisions de Marine Tolo. Le Soudan va porter sa production de pétrole de 61 000 barils par jour à 80 000 barils par jour en 2021. Cette information a été annoncée par le sous-secrétaire au ministère soudanais de l'énergie et des mines, Suleiman Ahmed, le 2 décembre 2020. À cet effet, le gouvernement a planifié en novembre 2020 un appel d'offres international de 27 concessions d'exploration. Il faut forcément lancer des missions d'exploration. Audit de les installations actuelles, on audite pour voir si c'est le véritable potentiel. Et puis, deuxièmement, on poursuit également à travers des missions d'exploration. Grâce à un certain nombre d'autres projets mis en place dans le pays pour relancer la production nationale de pétrole en baisse depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, certaines analyses dévoilent que le Soudan est en bonne voie de relance économique, favorisant ainsi ses projets de hausse de production pétrolière.
on passe de 61 000 à 80 000 barils, va induire automatiquement une hausse des recettes d'exportation liées aux produits naturels. D'après une déclaration du sous-secrétaire au ministère soudanais de l'énergie et des mines, le Soudan dispose désormais de réserves de pétrole estimées à environ 6 milliards de barils, dont 1,7 milliard de barils ont été exploités et qu'une société française mène actuellement des audits pour estimer la quantité exacte de gaz disponible dans le pays. En novembre 2020, le taux d'inflation de la Tunisie a chuté à 4,9% contre 5,4% en octobre 2020. Selon l'Institut national des statistiques, il s'agit du plus faible taux d'inflation enregistré dans le pays depuis le mois de juin 2017. L'organisme prévoit en effet un taux d'inflation global de 5,3% pour l'année 2020 contre 6,7% en 2019. Mildred Yamou. La Tunisie connaît son plus faible taux d'inflation enregistré depuis juin 2017. D'après un rapport publié ce 5 décembre par l'Institut national des statistiques, le pays a enregistré une baisse à 4,9% de l'inflation en novembre 2020 contre 5,4% en octobre 2020. Lorsqu'on regarde l'inflation en Tunisie, on s'aperçoit justement que la régression de l'inflation est simplement liée à la faible pression sur l'économie. La demande étant faible, l'offre étant plus ou moins stabilisée, aujourd'hui, il est normal que les prix commencent à reculer. Et le recul de prix est simplement lié au simple fait que la demande devient faible. Aujourd'hui, c'est l'impact du coronavirus sur les revenus des gens, sur leur capacité à gagner leur vie et donc également à pouvoir demander des biens et services. Le rapport de l'Institut national des statistiques indique par ailleurs qu'en novembre 2020, l'inflation sous-jacente de la Tunisie s'est contractée pour la 4e fois d'affilée pour atteindre un taux de 5,9% contre 6,1% et 6,3% respectivement en octobre et septembre écoulés. Selon les autorités, cette baisse de l'inflation est due au ralentissement du rythme d'augmentation des prix de l'alimentation, soit plus 4,3% contre plus 5,6% en octobre 2020. Qu'on se retrouve aujourd'hui avec un taux d'inflation qui est en baisse, de mon point de vue, cela peut s'expliquer par le fait que, étant donc une destination touristique de premier choix, le coronavirus a fait en sorte que le monde ne venait pas de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont dû baisser les prix pour pouvoir attirer le peu de touristes volontaires qui pouvaient braver le coronavirus et en même temps braver, on pourrait aller jusqu'à dire, le terrorisme. Et là, c'est une règle de l'économie. On baisse les prix, on baisse les coûts pour encourager même le tourisme interne. Cette baisse de l'inflation est également attribuée à un ralentissement du rythme d'augmentation des prix des services de restauration et hôtellerie, ainsi qu'une baisse des prix des produits et services de transport. La Banque centrale tunisienne s'attend en effet à un taux d'inflation global de 5,3% pour l'année 2020 contre 6,7% en 2019. Également dans l'actualité, alors que la course au vaccin contre la Covid-19 se poursuit, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé qu'une opération massive de vaccination contre le coronavirus sera lancée dans le pays dans les semaines à venir. Si pour l'heure, les autorités n'ont pas précisé la date exacte, le royaume se serait déjà assuré la livraison de 10 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm qui permettra de vacciner 5 millions de personnes. Les doses ne sont pas encore arrivées sur place, mais les secteurs publics, privés et militaires se tiennent prêts. Objectif, vacciner 80% des Marocains de plus de 18 ans en l'espace de 3 mois, soit 20 millions de personnes, et ce, sur la base du volontariat. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.